Bonjour à tous, je suis très heureux d'être ici pour pouvoir vous parler un petit peu du Bag-in-Box. On soutient le concours depuis l'origine en fait, parce qu'on partage vraiment les mêmes valeurs. Smurfit Kappa a travaillé pour améliorer la qualité des vins en Bag-in-Box. Et ce concours justement, on fait la démonstration chaque année. On a de plus en plus de vins de grande qualité qui sont conditionnés en bag-in-box. On a de plus en plus de grands crus qui sont conditionnés en bag-in-box. Et on remarque même que justement ce sont dans les pays qui ont fait ce travail d'augmenter la qualité des vins en bag-in-box que le bag-in-box se développe. Donc en France, c'est l'exemple. C'est l'exemple aux États-Unis aussi, où les segments haut de gamme voient une croissance annuelle de plus de 20%. Tandis que les entrées de gamme stagnent et décroissent même un petit peu. Et dans les pays qui, par exemple comme l'Australie, cantonnent le bag-in-box au vin d'entrée de gamme, même si l'Australie a été le premier pays à utiliser le bag-in-box dans le vin il y a de très nombreuses années, eh bien le bag-in-box est en perpétuelle chute dans ce pays-là, avec une très mauvaise image par rapport à la qualité. Donc on voit vraiment que c'est quand on met en bag-in-box des vins de qualité qu'à ce moment-là, le bag-in-box se développe et montre tout son potentiel. Alors, qu'est-ce qui a permis cette croissance? Eh bien, la conséquence aussi du développement des vins de qualité, c'est le fait qu'on a des conditionnements qui diminuent en taille. Donc on voit apparaître des bag-in-box de 1,5 litre, de 2,25 litres, parce que c'est sûr que quand on achète un bag-in-box de 5 millions, on n'a pas forcément les moyens d'acheter un bag-in-box de 10 litres. Donc c'est assez logique qu'on ait une diminution des tailles avec l'augmentation du prix du vin qu'il contient, mais ça soulève également des nouvelles problématiques techniques, en tout cas ça exacerbe des problématiques techniques, puisque un des paramètres qui peut faire évoluer le vin, c'est l'oxygène qu'on emprisonne lors du conditionnement. Cet oxygène va être le même, quelle que soit la taille du bag-in-box, mais ça va se dissoudre dans un volume beaucoup plus petit. Et donc, on a des risques plus importants. Ça veut dire que quand on conditionne des petits bag-in-box, eh bien, il faut maîtriser encore davantage les conditions de remplissage et on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, c'est de nouveaux challenges, de nouveaux défis avec ces évolutions. Elle a été possible grâce à quoi, cette montée en gamme? Tout d'abord, grâce à l'amélioration technique de l'emballage lui-même, donc avec des robinets très étanches, des emballages aussi au niveau des films qui ont de meilleures résistances mécaniques, tout ça ayant permis de réduire fortement les fuyards, et puis également l'amélioration des conditions de remplissage. L'amélioration des barrières aussi des films, j'oublie, les barrières des films qui sont très importantes pour la conservation du vin. Donc justement pour permettre d'améliorer ça, on a développé en partenariat avec Inter-Rhône et puis avec le partenaire de la recherche, Montpellier et Toulouse. Donc on a 2 exemplaires à la table numéro 19, vous pourrez les discuter avec eux si vous le souhaitez, Audrey et Jean-Claude. On a développé une méthode pour justement mesurer la perméabilité globale d'un emballage rempli de liquide, puisque les seules méthodes qui existaient auparavant étaient des méthodes soit composant par composant, soit en remplissant avec du gaz. Mais ça, c'est pas la réalité. Un bib, il est rempli de liquide, et il suffit d'avoir essayé de courir dans l'eau pour se rendre compte que c'est plus difficile de courir dans l'eau que de courir dans l'air. C'est pareil pour une molécule d'oxygène. Traverser une paroi de plastique et se dissoudre dans un gaz, c'est beaucoup plus facile que se dissoudre dans un liquide. Donc, c'est important d'avoir ce genre de méthode qui maintenant nous permet justement de comparer différentes structures de films, différents emballages, et pour trouver ceux qui se permettent de conserver dans les meilleures conditions. Le deuxième point, donc au-delà de la qualité de l'emballage lui-même, c'est la qualité du remplissage. Donc là aussi, il y a eu d'énormes progrès réalisés par la filière sur ces aspects-là, qui ont permis justement de conditionner des vins toujours plus qualitatifs. Au départ, il n'y avait pas de méthode pour mesurer l'oxygène qu'on emprisonnait lors du remplissage. Donc justement, on a réalisé un travail, encore une fois, avec Inter-Rhône pour arriver à développer une méthodologie qui permettait de contrôler l'oxygène au conditionnement. On a commencé par mesurer le dissous, mais après, on s'est vite rendu compte que le risque le plus important, c'était dans le cône d'air, dans la bulle qui est emprisonnée dans le bag-in-box. Parce que le bag-in-box, c'est comme un ballon. En remplissant, on peut le gonfler plus ou moins et mettre plus ou moins d'oxygène. Donc le risque là est beaucoup plus important que dans une bouteille où, une fois qu'on a mis 75 centilitres, le volume d'air il est toujours le même. Dans un bag-in-box, on peut emprisonner plus ou moins d'air, et c'est tout ce qui fait la difficulté du remplissage et l'aspect
technique et qui doit être maîtrisée impérativement lors du remplissage. Donc on a développé ces méthodes et on les met à disposition des opérateurs de la filière. On va faire des diagnostics chez eux pour les aider à se situer par rapport à cette qualité de remplissage, les aider à s'améliorer et je les pousse au maximum à intégrer eux-mêmes ces méthodes, à acheter des oxymètres et à réaliser eux-mêmes ces contrôles, parce que je vais être même un peu directif, hein. Je pense qu'à notre époque maintenant, avec la qualité des vins qu'on met en bag-in-box et les distances qu'ils peuvent parcourir, c'est vraiment un centre de remplissage digne de ce nom doit intégrer ce genre de méthode pour contrôler la qualité de son remplissage. Et on est tout à fait disponible pour les aider à intégrer ces méthodes, on le fait régulièrement. Et c'est ce qui a permis les grandes avancées au niveau de la maîtrise de la qualité des centres de remplissage qui s'est fortement améliorée depuis plus d'une dizaine d'années. Ensuite, une fois qu'on a maîtrisé ces conditions de remplissage, eh bien, il y a aussi les conditions des machines, hein, les machines elles-mêmes qui sont de plus en plus performantes et qui permettent des meilleurs remplissages. Et après, c'est le transport et la conservation. Alors malheureusement, ça, à la fois sur les aspects de mécanique, c'est-à-dire un bag-in-box, c'est quand même fragile. Si on le trimballe dans des conditions sauvages, eh bien, on peut endommager les barrières et on aura une durée de vie qui sera réduite. Et également au niveau de la température. Et malheureusement, une fois que ça part des centres de remplissage, on perd la maîtrise de ça. Et c'est vrai que, surtout quand ils sont vendus assez loin, eh bien, c'est des risques supplémentaires que l'on maîtrise encore très mal. Donc ça, c'est vrai que c'est pour ça que c'est important de maîtriser tout ce qu'on peut maîtriser en amont, la préparation des vins, le remplissage, la qualité de la poche, de manière à être le plus résistant possible, même si parfois les conditions ultérieures sont assez défavorables. Enfin, ce grand succès du bag-in-box doit aussi s'accompagner d'une grande responsabilité, puisque sur les aspects d'environnement notamment, on en a parlé juste avant, hein, mais eh bien il faut intégrer toute cette problématique de l'environnement maintenant, puisque ce conditionnement prend de plus en plus d'importance. Alors, dans la part de l'environnement, tout d'abord, il y a le bilan carbone. Alors, le bag-in-box est excellent sur le plan du bilan carbone parce que le poids de l'emballage est très faible et qu'on conditionne un grand volume. Donc, sur le bilan carbone, on est excellent, ce qui est une très bonne chose à l'époque où on fait face à la plus grande vague d'extinction d'espèces depuis la grande vague d'extinction qui a vu disparaître les dinosaures. Donc, c'est un point très important, même si on en parle moins en ce moment. Et on fait plus la part à la deuxième problématique, qui est la problématique de la pollution. Et là, on a des améliorations à faire pour lutter justement contre la pollution et ces fameux continents de plastique, où chaque océan maintenant abrite un continent de plastique, de déchets. Alors, évidemment, nous, notre position, c'est de dire que le problème, c'est pas le plastique, le problème, c'est de le jeter n'importe où. Et donc, c'est pour ça que le travail d'arriver à travailler sur le recyclage est extrêmement important. Alors, nos bag-in-box, on sait déjà les recycler. Quand on le prend, le bag-in-box, on sait en recycler, on sait en faire des palettes, on sait en faire des meubles, on sait en faire pas mal de choses. La difficulté, c'est qu'une fois qu'il est chez le consommateur et qu'il le boit, après, pour l'instant, il n'est pas collecté. Et ensuite, heureusement, on a une grande chance, c'est que la consigne de tri étendue vont arriver prochainement. Chez moi, c'est déjà le cas. Donc, ils vont être collectés. Donc ça, c'était déjà le plus difficile. Ça va être généralisé, comme tous les emballages, ils vont être collectés. Mais une fois que c'est collecté, pour pouvoir être recyclé, il faut arriver à le séparer des autres emballages. Et donc là, c'est tout le travail qui est extrêmement important et que réalise le groupe ADELF en fédérant toute la filière, c'est d'arriver à avoir des références, savoir ce bag-in-box, quand on va le mettre dans un centre de tri, comment il va se comporter. Est-ce qu'on va arriver à le séparer des autres emballages? Et ensuite, une fois qu'il va être dans ce centre de tri, vers quelle filière de recyclage il peut être envoyé pour être valorisé au mieux, sans perturber ces filières. Donc voilà, c'est tout le travail actuel que pilote l'ADELF et sur lequel on soutient très fortement avec de nombreux autres de la filière parce que c'est vraiment un axe extrêmement important pour l'avenir. Et enfin, il y a également, personnellement, on est impliqué dans un groupe de travail, enfin dans un projet européen pour essayer de développer un film biodégradable à partir des sous-produits de la papeterie. Donc ça a du sens pour un groupe comme Smurfit Kappa qui est à la fois cartonnier et dans le plastique.
Mais ensuite, il faudra justement que les filières de tri et de recyclage puissent aussi évoluer pour être capables de traiter ce genre d'emballage une fois qu'ils sont développés. Voilà. J'ai essayé de vous faire un petit bilan de toute la problématique technique du bag-in-box. J'espère que j'ai réussi, que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, moi je devrais partir après, mais j'ai encore mes collègues Véronica et Marc qui sont là et qui pourront répondre à vos questions. Et Anne-Marie pourra vous donner aussi nos coordonnées, il n'y a aucun problème. Bravo! Merci Patrick pour cet exposé sur le bagging box qui, j'espère, vous a amené plein de connaissances précieuses. Et comme Patrick vous l'a dit, nous avons également Véronica Nekasova, qui est la directrice marketing, et Marc Rive, qui seront là pour répondre à toutes vos questions. Ils vont rester avec nous pendant la pause déjeuner. Et donc, n'hésitez pas à leur poser toutes les questions que vous aurez à poser.